Alors on va commencer. Bonjour à tous. Merci pour votre présence sur cet elevator pitch des Assises 2021. Je suis Héloïse Aubert, j'ai repris la direction marketing et communication de la division One-to-One chez DG comme Exposium il y a quelques mois. Donc je travaille avec plaisir sur les Assises avec l'équipe depuis environ, depuis le printemps. Voilà, donc aujourd'hui, vous allez découvrir 5 startups innovantes de la cyber. Dans le déroulé, je les appellerai les unes après les autres. Elles auront 5 minutes pour pitcher, avec le support de slides qui sont directement sur cet ordinateur et dans le bon ordre. J'ai un timer de très haute technologie. Euh, je ferai signe aux personnes qui pitchent quand les 5 premières minutes seront écoulées, puisqu'en principe, au bout de 5 minutes, elles doivent s'arrêter et on passe ensuite aux questions-réponses avec la salle. Je ferai passer un micro pour ceux qui ont des questions. Voilà. Donc on commence avec Pierre-Antoine Bonifacio, responsable du pôle cyber d'ISI, qui propose des services d'expertise en cybersécurité et infrastructure à destination des PME, ETI et collectivités locales. Donc, bonjour à tous. ISI, c'est d'abord une société on dit de cybersécurité, mais on fait SOC, analyse forensique, réponse à incident et test d'intrusion. L'objectif, c'est d'avoir vraiment être dans des task force sécurité. On va vous présenter, ici on va se focaliser sur tout ce qui est réponse à incident, et puis vous présenter un peu les outils qu'on a développés pour faciliter, nos interventions. Alors, petit rappel du contexte, lors d'une réponse à incident, notre objectif c'est de trouver le chemin d'infection, la boîte à outils de l'attaquant, histoire d'éviter de laisser des backdoors et des choses comme ça, de réaliser la frise de l'événement de l'incident, histoire de présenter à la personne, donc à la victime, comment s'est déroulée l'attaque, puis potentiellement de la présenter aux assurances. Et les contraintes qui sont un poil plus nombreuses. L'attaquant est souvent administrateur du domaine, ou du moins d'une partie du système d'information. Les accès aux machines sont compromis, les machines sont parfois éteintes, les points de situation avec le client et les tierces parties sont très réguliers. Du coup, on a besoin de réponses rapides et claires. Et la charge de log est assez conséquente puisqu'on est sur des parcs de centaines, voire milliers de machines. Du coup, ça commence vite à monter. L'objectif, du coup, dans nos besoins, nous, on voulait avoir une suite d'outils qui nous permettent de mettre en place une procédure qui soit compréhensible par le client et les tierces parties. L'objectif, c'est que tout le monde puisse le faire. Voilà. Être en capacité de déployer ces agents à large échelle. On va avoir la possibilité de plugger et récupérer des informations, mais notre objectif, c'est de dire, si on est dans une investigation, typiquement sur un mineur, on veut pouvoir lancer notre scout, typiquement sur tout le SI, via une GPO, et puis on extrait tout dans un share, et après on récupère tous les shares, et puis on va les parser. On veut être en capacité de récupérer les traces des machines éteintes. Ça, c'est une autre affaire, mais du coup, ça marche bien. Donc là, on est obligé d'y aller à la clé, hein, pas le choix. Assurer le chiffrement des traces, puisque du coup, quand on récupère des informations, on récupère notamment la base SAM, les hives, les ruches SAM et système. Donc on voudrait éviter que y ait des gens qui aillent récupérer les haches des admins et des comptes locaux. On voulait être en capacité aussi de traiter du coup un grand nombre de traces système en très peu de temps, et puis éliminer la menace. Ça, c'est avec Hunter qu'on a fait. On a étudié déjà quelques solutions. On a étudié Orc, on a étudié Splunk. Splunk, ça nous est apparu quand même un peu cher. Et puis au niveau de Orc, c'est un très très bon outil. Problématique, c'est que pour que ce soit applicable par tout le monde, ça c'est un peu moins facile. Surtout pour le compile. Alors du coup, on a Scout, Commodore et ZI. Comment ça marche? On a Scout qui va récupérer en fait les ruches système utilisateur, les log système, les fichiers suspicieux, les fichiers système assez utiles, les connexions réseau, et puis encore d'autres choses qui n'apparaissent pas, genre les processus, les connexions network et ce genre de choses.
qu'on va après, du coup, mettre dans Commodore. Commodore, il va récupérer toutes les archives, il va toutes les déchiffrer, il va les parser, on va faire analyse de traitement log, et puis on va commencer à enrichir les données. Du coup, on va pouvoir commencer déjà à catégoriser, en fait, dans les logs et dans les ruches, qu'est-ce qu'il faut aller regarder. Et on va tous mettre ça en format JSON. Notre objectif, c'était à chaque étape, on peut être indépendant. Et donc, du coup, ici, une fois qu'on a passé dans Commodore, on peut, si on veut, tout passer dans Panda. Comme ça, on peut faire des analyses assez rapides. Mais ce qui est quand même plus facile, c'est d'avoir une interface graphique. Donc, du coup, on va sur ZI. Et dans ZI, on va avoir, c'est basé sur un ELK, on va pousser les logs et on a des dashboards qu'on a préconçus qui permettent aux analystes d'aller très très vite dans leur analyse, de récupérer, de se focaliser sur le bon temps d'attaque, sur les bonnes infos, etc., etc. Puis après, faire des recherches par mots-clés, enfin, faire tout ce que fait l'analyste. Et sur la petite méthodologie, du coup, on va avoir deux scénarios. Le scénario d'enquête, typiquement, c'est nous, on a dans notre SOC, on a vu un binaire suspicieux, c'est-à-dire que potentiellement, il fait, par exemple, on a vu un binaire qui commence à se déployer ou qui fait du pass de hash, etc. Donc, on va déclencher une enquête pour savoir s'il n'y a pas autre chose. Et du coup, on va créer un scout avec une clé privée dédiée au client. On va le déployer sur le SI. On va récupérer les archives. On va traitement du coup avec Commodore et ZI. On va créer la frise d'événements. Dans le même temps, on va essayer de récupérer les IOC et on va récupérer aussi les binaires et la toolbox de l'attaquant pour après en créer des signatures. Ces signatures, c'est généralement des signatures Yara qu'on va intégrer dans Hunter et qui vont nous permettre, alors des signatures Yara et des regexp, qui vont nous permettre de détecter du coup les malwares et aussi toutes les méthodes de persistance, parce qu'en fait c'est surtout ça qu'on cherche, enfin c'est aussi ça qu'on cherche, ça va être se débarrasser de si j'ai un objet WMI, je vais l'enlever, si j'ai des services, je vais les enlever, si j'ai des tâches planifiées, je vais les enlever, etc. etc. Même si c'est des tâches avec... Ok, alors du coup, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va avoir une période d'observation. Et puis, si tout se passe bien, on clôture l'incident. Et puis après, on a le scénario de réponse à incident. Donc là, on est dans un système critique où là, on va déclencher une cellule de crise. On va, pareil, créer le scout. Là, on va se déplacer chez le client. On va déployer les scouts, les AD timelines, tous les outils qu'on utilise pour faire de la récupération d'infos. Et ensuite, parce que oui, dans Commodore, ils parsent aussi le AD timeline et d'autres outils, d'autres choses. Hein. Ils parsent aussi le ORC. Enfin, l'objectif, c'était de tout générer. On va faire l'analyse et le traitement, création de la frise d'événements, le rapport. Et puis ensuite, on va en parallèle travailler sur une stratégie de reconstruction du SI. Dans la majorité des cas, de temps à autre, ça arrive, ils ne veulent pas reconstruire, du moins il y a un serveur qui ne va pas reconstruire, du coup on va passer en Hunter, et du coup évidemment il faut que notre Hunter il soit le plus complet possible, et donc pour avoir un serveur qui soit le plus propre possible, avec toutes les mesures évidemment, on ne va pas le mettre plugué directement avec le nouveau SI, on s'en doute. Et puis on va avoir pareil, période d'observation, et puis clôture de l'incident une fois que le client a terminé. Et je suis bon. Presque. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, c'est chaud. C'est un peu chaud. Il y a de l'eau en plus. Ouais, voilà. Mais vous faites des démos après. Voilà. Si vous voulez voir ce que ça donne, on a une petite démo en bas. Oui. Dans le cadre de l'enquête post-incident, un des principes normalement qu'on fait, c'est qu'on scelle un peu la scène de crime de manière à pouvoir ensuite, après analyse, pouvoir avoir des recours juridiques possibles, etc. Ouais. Est-ce que la méthode qui est utilisée permet de préserver la scène de crime et de derrière nous laisse... Alors moi, je vous ai présenté, oui. Sans dégradation de... Alors moi, je vous ai présenté effectivement ce que nous on fait. Typiquement, après la stratégie, nous, on a pas mal de partenaires avec qui on travaille. On a souvent, quand c'est du ransomware, on travaille avec des négociateurs. On travaille avec... la reconstruction, c'est la partie archi avec Rodolphe qui est derrière. Et en fait, après, dépendant du client, on fait une stratégie de récupération d'informations. Typiquement, si on travaille avec des scellés,
évidemment, ça ne va pas être la même chose. Et nous, on va, clairement, si on travaille avec la police, donc nous, on ne travaille pas encore avec la police, mais typiquement, si la police fait des scellés, généralement, on travaille avec eux. Alors, on a déjà fait de l'investigation avec scellés et la police judiciaire, mais du coup, le process est très, très différent. Là, on est sur cellule des crises. Donc, en fait, ce qu'on fait, typiquement, quand on fait passer un scout sur des machines, dans cellule de crise, là, je parle, on ne le fait pas passer sur des machines en train de tourner. Ce qu'on va faire, c'est on a souvent des machines qui sont éteintes ou qui sont en stase. Et du coup, à ce moment-là, on va faire l'export du disque. On va faire une copie bit à bit du disque. Et en fait, on va passer le scout sur cette copie bit à bit. Voilà. C'est pour ça qu'on avait besoin d'un tool qui puisse faire de l'analyse en live et de l'analyse offline. Voilà. Et là-dessus, ensuite, on peut faire aussi... Si on est vraiment dans une enquête de police, là pour le coup, on a besoin, nous, d'un témoin légal qui va prendre les photos, noter le temps, faire la time, et dans nos rapports, évidemment, comme tous les rapports d'investigation, on va avoir tant de lancement du binaire, tant de détection, tant de... voilà, etc., etc. Donc on va avoir la frise de temps avec les haches. Voilà. Après, petite précision, on travaille pour des ETI PME et on est même obligé de les pousser à aller chercher les forces judiciaires, les forces de police et à aller déposer plainte. Il y a encore malheureusement sur les ETI PME pas ce réflexe d'aller faire les dépôts de plainte. Donc c'est nous qui les poussons à aller faire des dépôts de plainte. On a peu d'interaction avec les forces de police, sauf au moment où ils nous disent il manque tel log. Oui, il n'y avait pas de log sur les firewalls. Oui, ils veulent un rapport sur un rançongiciel sur lequel on a travaillé, du coup. Mais comme on est sur cybermalveillance, du coup, on pousse aussi nos rapports avec tous les AIOC et tout ce qu'on a trouvé sur les... Il faudra que vous prolongiez... Oui, pardon. Du coup, voilà, je m'en vais. Très bien. Et du coup, on est en bas. Et si vous voulez des démos, on va voir un peu ce qui se passe. Merci. Du coup, place maintenant à Pierre Debenay, Sales Director sur l'Europe du Sud d'Aqua Security. Parfait. Bonjour à tous. En tant que commercial, je suis content d'avoir que 5 minutes. D'habitude, vous m'écoutez parler beaucoup plus longtemps. Donc, il y en a peut-être certains qui nous connaissent. On est encore une start-up chez Aqua, mais on a quand même bien grossi. On est une start-up parce que ça fait moins de 6 ans. On a moins de 6 ans d'existence. Pour autant, on est plus de 400 dans le monde. Aujourd'hui, on a levé plus de 260 millions d'euros. Microsoft, c'est un de nos premiers investisseurs. Et on s'est développé principalement par la connaissance de nos outils open source. Donc, vous connaissez peut-être Trivi, par exemple, ou KubeBench, qui sont des outils massivement utilisés pour démocratiser la sécurité autour des infrastructures de type cloud native. Donc, tout ce qui tourne autour de Kubernetes, du serverless, des images Docker et des applications de type microservices. On a eu des innovations très importantes dans cet écosystème-là, comme la première sandbox du marché qui permet d'émuler des images de type Docker ou Kubernetes. Et surtout, on est totalement intégré dans l'écosystème DevOps, étant donné que c'est là d'où on vient. On a de très belles références dans le monde, avec comme PayPal ou Facebook, mais aussi en France. On a des références très, très intéressantes qui sont publiques. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir pour en parler. Pourquoi on avait envie d'être là aujourd'hui aux Assises ? Parce qu'on voit bien que ce type d'infrastructure se développe très, très rapidement, mais que pour autant, il y a quand même beaucoup de risques. Ces images-là font souvent appel à beaucoup d'open source. Donc, on voit que les équipes de dev vont chercher des images de base sur Docker Hub ou GitHub à l'extérieur. Elles ne sont pas contrôlées. Elles sont mises en prod la plupart du temps un peu n'importe comment sur du cloud public ou du cloud privé. Et ça va exposer à certains risques comme les supply chain attacks. Et pour autant, on voit qu'il y a très très peu de contrôle aujourd'hui. Les infrastructures, elles sont hybrides, donc difficiles à contrôler pour les équipes sécurité. On voit souvent des orchestrateurs en place comme du Rancher, de l'OpenShift,
Et il faut arriver à mettre du contrôle sur ces infrastructures-là, mais également sur les infrastructures cloud publiques. Et nous, notre plus grosse déception, en tant que commercial ou technique qui travaillons dans la sécurité depuis plus de 10 ans, c'est qu'on ne vous voit pas, en fait. La plupart du temps, on parle aux devs, on parle aux ops, et on voit les équipes de la sécu juste à la fin, quand il faut ou faire le chèque, ou quand il faut valider une nouvelle solution qui va être intégrée dans le SI. Et nous, ça nous rend un peu triste parce que déjà, on vous aime bien, on sait que vous êtes les experts, mais surtout, il y a de vrais risques à prendre en compte. Et vous êtes souvent exclus de ces projets-là. Donc c'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui pour présenter notre plateforme de sécurité Cloud Native. Et le but de cette plateforme, c'est d'avoir de la visibilité sur ce nouveau type d'infrastructure à chaque étape du développement des applications. On a tous les outils qui nous permettent d'être intégrés au build de vos équipes de dev. Donc on a des plugins dans Jenkins, dans GitHub, dans GitLab, qui permettent de mettre en place des politiques de sécurité d'image. Ensuite, on va travailler sur la sécurité de l'infrastructure, peu importe que cette infrastructure elle soit sur du cloud public ou sur du cloud privé avec des orchestrateurs. Et la combinaison d'une politique de sécurité d'image et d'une politique de sécurité d'infrastructure vous permet de choisir si une image peut partir en prod sur du cloud public ou sur du cloud privé. Et là, on retrouve ce qu'ont l'habitude de faire les équipes sécurité sur cette partie-là. On va déployer des agents qui vont vous permettre d'avoir une visibilité en temps réel sur les workloads, donc sur les worker nodes Kubernetes ou sur du serverless, pour être au courant de toutes les vulnérabilités, parce qu'une fois qu'une image est en prod, elle peut avoir de nouvelles vulnérabilités qui apparaissent au sein de son code. Et donc nous, on va scanner en continu ces images-là pour avoir des nouveaux feeds sur les vulnérabilités qui peuvent concerner ces images. On va également updater toutes les bases de malware et utiliser nos outils d'analyse dynamique pour essayer de comprendre si ces images sont corrompues et surtout garantir l'immutabilité de ces images en analysant les exécutables pour garantir la sécurité de ces applications Cloud Native. C'est bon, je suis à 5. Pardon ? Merci. Alors, Clear Sky maintenant, avec Cyril Patou, qui est directeur France et Europe du Sud de Clear Sky. Voilà. Bonjour à tous. On est ravis d'être là cette année pour venir vous présenter Clear Sky, qui est une solution qui est une solution de gouvernance de l'identité, qui a la particularité d'être déployée, disponible sur la plateforme ServiceNow. Alors, pourquoi ServiceNow ? La promesse de ServiceNow, c'est de centraliser l'ensemble des workflows de l'entreprise, de manière à avoir une seule et même plateforme qui va casser les silos et permettre aux utilisateurs, dans un endroit moderne et simple à utiliser, de pouvoir interagir avec l'ensemble des services de l'entreprise. Donc là, l'idée qu'ont eu les fondateurs de Clear Sky il y a 4 ans maintenant, en 2017, c'était de compléter en fait cette offre de service par l'ensemble des workflows qui sont liés à la gouvernance des identités et des accès. Donc en fait, les fondateurs sont 2 personnes qui viennent de l'écosystème ServiceNow et qui avaient identifié ce gap, ce besoin. Moi, à titre personnel, ça fait 10 ans que j'interviens dans le monde de l'IAM pour des intégrateurs et des solutions de gestion de l'identité. Et c'est également un besoin qu'on a constaté où effectivement, quand on
interagit avec des clients qui ont déjà déployé ServiceNow. Ce qu'ils souhaitent, c'est avoir une expérience utilisateur qui ne change pas et que l'ensemble des demandes d'accès, des requêtes, des campagnes de recertification, des workflows d'approbation, etc., soient directement intégrés dans une interface qui est déjà connue par les utilisateurs. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va proposer comme service? Sont des services qui sont assez classiques dans le monde de ce qu'on appelle l'IGA, la gouvernance de l'identité. Donc la gestion du cycle de vie de l'identité, c'est-à-dire gérer les arrivées, les départs, les mutations et avoir une automatisation du provisioning des droits dans les applications liées au rôle ou quels que soient les modèles que vous déployez dans l'entreprise. Pouvoir gérer de manière automatisée l'affectation des droits dans les applications ou les retirer justement en fonction des changements ou des départs. La gestion des demandes d'accès, c'est permettre à l'utilisateur de faire une demande dans sa plateforme, dans son interface ServiceNow, d'accès à des applications. Ça va déclencher derrière des workflows qui vont demander aux managers et à un certain nombre de parties prenantes d'approuver ces accès. On va pouvoir recertifier les accès également, donc proposer aux différentes parties prenantes de garantir que les accès sont toujours les bons et donc de permettre à l'entreprise d'avoir le contrôle sur qui a accès à quoi, finalement. Et puis également intégrer tout ce qu'on appelle la ségrégation des droits, c'est-à-dire s'assurer que les utilisateurs n'ont pas des droits qui sont incompatibles et qu'on reste compliant avec l'ensemble des différentes règles. L'autre bénéfice, au-delà de cette expérience utilisateur, c'est qu'on n'a pas besoin de créer un nouveau silo dans l'entreprise qui va venir avec sa propre infrastructure, quelle qu'elle soit, on-premise, SaaS ou peu importe, ses propres workflows, ses propres modèles, etc. On est intégré dans quelque chose qui existe déjà et qui permet également d'interagir avec des modules existants de la plateforme, donc la CMDB, les modules de GRC, IRM, les modules de gestion des assets de licence, etc. Et donc du coup, remonter des logs pour les audits notamment, et avoir une vision à l'instant T de l'ensemble des droits qui ont été approuvés et qui sont existants par utilisateur dans l'entreprise. Donc on a été fondé en 2017, on a acquis depuis quelques reconnaissances dont on est assez fiers. On a été dès 2017 awardé par ServiceNow. Ils ont un challenge qui s'appelle le CreatorCon Challenge qui récompense les solutions les plus innovantes. Et donc on a gagné cet award. Et puis en 2020, on a été intégré par le Gartner dans leur Market Guide dédié à la gouvernance de l'identité, reconnu Cool Vendor par le Gartner encore en 2021. On est soutenu et suivi par le Kupinger Call. On a la reconnaissance des partenaires également. Donc, pour les plus connus, et notamment dans cette région du monde, on travaille avec Accenture, KPMG, Devoteam, ServiceNow évidemment. Et ServiceNow qui est d'ailleurs un des investisseurs dans ClearSky et qui siège également au board de l'entreprise, donc une reconnaissance. ServiceNow croit beaucoup en ClearSky également. Donc on a la possibilité avec Attila, notre avant-vente qui est présent, de faire des démos assez rapides, donc vous montrer à quoi ça ressemble, vous montrer les interfaces, vous montrer les différents workflows en quelques minutes. Donc venez nous voir, on vous montrera concrètement à quoi ça ressemble. 5 minutes pile. Est-ce que vous avez des questions? La gestion des bandes d'accès, en général, le logiciel, c'est plus sur un moteur de provisioning. Donc vous, c'est votre moteur de provisioning ou vous appuyez sur des provisioning marché? Donc on a notre propre moteur de provisioning. Par contre, il y a des entreprises qui ont beaucoup investi dans, par exemple, Octave ou même des systèmes comme SailPoint. Donc, on peut aussi s'appuyer sur un système qui existe déjà. Mais on a aussi notre propre moteur. Donc, si c'est un client greenfield, comme je dirais en anglais, où ils n'ont rien en ce moment, on
on utilise notre propre moteur. S'ils ont un moteur, ils ont beaucoup investi là-dedans, on peut faire des opérations duelles. J'ai une autre question là. La cible de votre produit, c'est plutôt grand compte, pays? Alors déjà, ce sont des clients ServiceNow. Donc on est sur une cible de clients qui sont consommateurs ou qui envisagent d'acquérir ServiceNow. Et en termes de volumétrie, aujourd'hui, on a une empreinte sur des clients qui vont de 1000, 2000 utilisateurs à 300 000. À combien? 300 000. Pardon, donc c'est couplé à ServiceNow. C'est directement intégré dans ServiceNow. C'est installé sur ServiceNow. C'est disponible sur la marketplace. C'est complètement natif en fait. C'est ce qui fait d'ailleurs le plus gros bénéfice de l'offre, c'est que c'est directement intégré, disponible sur la marketplace. Vous pouvez utiliser vos contrats existants. Pas besoin de passer des mois à renégocier. Bon. Merci beaucoup. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous visiter. C'est un peu barbare. Avant-dernier pitch avec Alexis Janin, qui est directeur solutions et projets de Digital Berry. Bonjour à tous. Donc Digital Berry, donc nous on est des experts du certificat numérique et on est du coup éditeur d'une solution de gestion des certificats numériques qu'on appelle aussi en anglais CLM pour Certificate Lifecycle Management. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout naturellement, je vais vous parler d'une problématique autour de ça, qui est l'expiration des certificats numériques. Donc je pense que vous avez déjà tous vu cette page-là. Si vous ne l'avez pas encore vue, venez discuter avec nous après, je pense qu'on a des choses à vous apporter. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est vraiment, on va dire, l'impact le plus courant qu'on va voir, mais ce n'est pas forcément, on va dire, le plus important. Ça, c'est la face, on va dire, émergée de l'iceberg. Les certificats numériques, c'est essentiellement utilisé pour des sites web, pour protéger, on va dire, le SSL, hein, donc le S de HTTPS. Et donc, c'est ce qu'on voit le plus régulièrement. Mais derrière ça, il y a plein d'autres impacts, hein. Quand on a un certificat expiré, on va avoir aussi des services applicatifs qui n'arrivent plus à communiquer entre eux. Donc c'est bien, ça veut dire que vous avez mis de la sécurité en place. Et effectivement, comme un certificat est expiré, je ne dois plus l'utiliser. Et du coup, je ne l'utilise plus. Donc on peut avoir des coupures de services liées à ces expirations. On va avoir aussi des problématiques à présenter ces pages-là et à habituer les utilisateurs de sensibilisation. Vous allez habituer vos utilisateurs à accepter des alertes de sécurité. Alors après, comment les sensibiliser sur tout le reste du panel? Ça débute aussi par là. Et tout un tas d'autres impacts qu'on va avoir justement à cause des certificats. C'est déployé partout. Et ce qui est important de voir, c'est que vous n'êtes pas les seuls. Je vais vous afficher tout le slide d'un coup parce que ça va être plus simple. 60% des entreprises ont subi une interruption de service liée à une expiration de certificat numérique dans les 2 dernières années, pour plein de raisons que vous voyez là. Déjà, le nombre on a mis croissant, hyper croissance, donc c'est vraiment ce que je voulais dire, c'est l'hyper croissance des certificats. Ça se démocratise et c'est même imposé par les navigateurs d'utiliser du certificat pour sécuriser les sites web. C'est ça qui porte globalement la croissance. On a aussi des approches comme le Zero Trust, où l'ANSSI va vous recommander de mettre en place de l'authentification forte par l'utilisation de certificats numériques. C'est l'un des moyens principaux que l'ANSSI préconise. Et un autre facteur qui va être important, c'est la baisse de la durée de vie. Donc on a de plus en plus de certificats pour de moins en moins de temps, et donc on a de plus en plus besoin de les gérer, de les piloter au quotidien. Et actuellement, comment ça se passe concrètement? Pour, on va dire, un tiers des cas, donc ça c'est des chiffres de Ponemon, les DSI utilisent encore des fichiers Excel pour les gérer. Donc quand on est sur des faibles quantités, je dis pourquoi pas, ça peut bien se gérer. Mais Gartner dit qu'à partir de 100, il faut déjà s'équiper d'un outil dit de CLM. Pourquoi? Alors CLM, donc je dis, Certificate Lifecycle Management, c'est juste la terminologie qui est comment dire, en anglais, pour 3 points principaux. Déjà, cartographier.
Donc, si vous voulez gérer votre parc de certificats, il faut déjà le connaître. Et ça paraît bête, mais vous avez actuellement certainement une PKI interne, une PKI externe. Donc, le PKI, c'est les usines à tirer les certificats. Hein. Donc, à la limite, vous pouvez vous dire, j'ai déjà tout là-dedans. Donc, déjà, vous en avez 2. Donc, déjà, il y a 2 sources à aller voir. Donc, ça, c'est dans le meilleur des cas. En général, vous avez plusieurs fournisseurs externes et des fois plusieurs fournisseurs internes. Donc, vous avez déjà une multiplicité des sources. Et vous avez besoin justement d'aller identifier tous ces certificats-là. Aussi, via la cartographie, vous allez pouvoir voir tout ce qui est Shadow IT. Parce que vous imposez des processus. En général, vos équipes d'exploitation ne sont pas très convaincues, ça prend trop de temps, je n'ai pas que ça à faire. Donc du coup, je vais faire dans mon coin. Et la cartographie, ça vous permet aussi d'avoir cette visibilité pour les accompagner sur une gestion plus, on va dire, supervisée et centralisée de leurs certificats pour, en fait, si vous voulez, un outil CLM, on va appeler ça c'est le logisticien du certificat. On va combler le trou entre la PKI, qui est vraiment l'usine à tirer les certificats. Je tire mon certif, tenez, le voilà. Mais en fait, j'ai toujours pas réglé ma problématique parce que je l'ai bien renouvelé, mais tant qu'il n'est pas en service, je peux avoir une coupure de service. Et les équipes applicatives, qui, elles, sont consommatrices de certificats, qui ont besoin de le mettre en service pour rendre justement le service de leur application. Et donc, nous, on vient au milieu pour aller contacter la PKI, faire les missions et le déployer automatiquement ou soumis à approbation dans vos applications pour résoudre la problématique avant que vous l'ayez, avant qu'on voit justement l'alerte de tout à l'heure. Donc ça, c'est une phase très importante où je vais superviser et aussi piloter, renouveler, révoquer. Et un dernier point, c'est déployer. Donc comme je le dis, une fois qu'on a émis le certificat, on n'a pas fini le boulot, et donc c'est là où le bas blesse côté PKI, j'ai besoin de mettre en service. Et pour mettre en service, il faut connaître le certificat, mais ça c'est une première chose, mais savoir où est-ce qu'il est déployé. Et où est-ce qu'il est déployé, ce n'est pas forcément un seul endroit. Je prends un exemple tout bête que vous avez, vous tous, un wildcard. Le but du wildcard, d'un certificat wildcard, c'est d'être déployé sur plusieurs domaines, donc plusieurs, a priori, serveurs. Et il faut avoir aussi une cartographie complète de ça. Et une fois que j'ai cette cartographie, je vais aller déployer sur tous ces serveurs. L'ANSI recommande de générer les clés à l'endroit où on l'utilise. Alors, comment vous faites si vous en avez 15 ? Et ben, nous, on vous apporte la solution. On le génère à un endroit, on le remonte en centrale et on le déploie pour vous partout. Ça vous évite aussi de transférer une clé de façon non sécurisée entre les serveurs. Et du coup, ça vous apporte, on va dire, vous avez la sécurité complète de bout en bout. Donc voilà, je ne sais pas si c'est bon. Oui, question. On est bon. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions ? N'hésitez pas à venir pour une démo sur le stand. Ça sera avec plaisir. Et donc, dernier pitch avec Adrien Petit, qui est CEO d'Uncovery. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Adrien Petit, cofondateur CEO d'Uncovery. Je vais tout vous afficher. Ça sera plus simple. Chez Uncovery, le problème auquel on répond est celui de la maîtrise complexe des actifs techniques qui sont exposés sur Internet par les entreprises. Alors, ce qu'on entend par actifs techniques, ce sont tout simplement des sites web, des serveurs mail, des bases de données, grosso modo, tout ce qui peut composer le SI d'une société. Et ce problème d'exposition s'explique donc par la transformation numérique des entreprises qui s'accélère depuis plusieurs années et qui se matérialise notamment par des métiers qui ont des nouveaux besoins et donc des nouveaux usages. Que ce soit l'externalisation de ressources dans le cloud, l'utilisation de solutions SaaS ou encore des employés, des buts entières qui se retrouvent en télétravail. Donc, en d'autres termes, ces actifs techniques se retrouvent massivement et rapidement exposés sur Internet sans réelle maîtrise d'un point de vue cybersécurité. Et donc, naturellement, ça présente des opportunités pour les attaquants.
Donc la mission d'Uncovery, aujourd'hui, c'est de permettre une transformation numérique plus sûre pour les entreprises en leur apportant visibilité et suivi de leur évolution en se basant sur les méthodologies de l'attaquant. Donc si je vous donne quelques mots sur Uncovery, donc on est un peu plus jeune que mes compères, on a été créé en mars dernier, mais vous verrez qu'après on avance plutôt bien. Donc on est spécialisé sur ce qu'on appelle la cartographie. Et donc pour ce faire, on édite une solution SaaS qui est 100% automatisée, non intrusive et qui est complètement sur l'externe. On ne fait rien en interne. Et donc on identifie et on surveille ces actifs techniques exposés sur Internet du point de vue d'un attaquant. Et ça, le point de vue d'un attaquant, c'est notre expertise. On est 3 cofondateurs, Aurélien, Evin et moi-même, avec une forte expérience en cybersécurité, que ce soit d'un point de vue offensif-défensif. Aurélien a notamment travaillé pendant un certain temps au ministère des Armées à faire des opérations de Red Team. Et avec Evin, on a travaillé ce qui est maintenant au CERT-Lexi à l'époque, ce qui est Orange Cyberdéfense maintenant, ou chez Avisa Partner à faire de la threat intelligence. Donc l'innovation, la réelle innovation d'Uncovery aujourd'hui, c'est d'avoir automatisé et industrialisé tout ce qui est fait par un attaquant, les différentes phases d'un attaquant qui sont réalisées par cette personne lors de sa phase de ciblage. Vous avez des séquences d'un point de vue externe en cyberattaque, ça passe systématiquement par une phase de reconnaissance, ce qui est également fait finalement d'un point de vue défensif ou offensif par des pentesters, des hunters, ou au niveau de CERT, d'un point de vue un peu plus artisanal. Et donc l'innovation, ce n'est pas de se dire on adopte le point de vue de l'attaquant, quoique, mais c'est vraiment d'avoir automatisé et industrialisé tout ça. Alors comment ça se passe concrètement? L'utilisateur en entrée a simplement besoin de renseigner dans la plateforme des inputs de départ. Pas besoin d'être exhaustif, ça peut être des noms de domaine, des ranges d'IP, peu importe. Donc il renseigne ces éléments, et une fois qu'il renseigne ces éléments, on a derrière finalement des microservices qui s'activent et qui vont faire cette cartographie. Donc le rendu, alors en termes de performance, quand on échange avec nos utilisateurs, ils sont plutôt sur une couverture de 15-20%. Je ne vais pas vous dire qu'on est à 100%, par contre je peux vous dire qu'on est très précis et exhaustif. Et en termes de temps, là où ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois de manière artisanale, aujourd'hui cartographier de manière exhaustive de notre côté une société, que ce soit une ETI ou un grand groupe, on le fait en moins de 20 minutes aujourd'hui. Donc on a des résultats en quasiment temps réel qui, dans un premier temps, sont sous la forme d'un inventaire. Donc c'est simplement un inventaire dans lequel vous retrouvez vos assets, sur lequel on peut faire des investigations un peu plus poussées au travers d'un moteur de recherche, de filtres, et puis d'une vue graphique. Donc ça, c'est dans un premier temps, mais l'idée, c'est aussi de connaître, au-delà de la visibilité, d'avoir un suivi. Et donc on a cette solution qui fonctionne alors, en moins de 20 minutes, mais l'idée, ce n'est pas non plus d'abreuver constamment sur les évolutions, et donc la solution rafraîchit la donnée toutes les 24 heures, ce qui permet d'avoir un historique sur les changements. Est-ce que j'ai un nouveau port qui est ouvert, qui est fermé, un nouveau site web qui est apparu, etc. Et si je suis dans un cadre particulier qui peut être, je ne sais pas, une levée de doute, une réponse à incident, on a la possibilité de revenir à une date antérieure. Et enfin, notre dernière fonctionnalité, qu'on appelle Edge, elle s'apparente à ce qu'on appelle, nous, la découverte de Shadow IT Corporate. Alors, Shadow IT Corporate, c'est tout simplement, par exemple, une BU à l'autre bout du monde qui a enregistré un nom de domaine qu'il n'a pas remonté au groupe, ou alors un dev qui a poussé un site et qui n'a pas non plus alerté une équipe centrale. Ce qu'on fait, en fait, pour détecter ces assets-là, on isole des marqueurs techniques à partir des éléments en entrée. Tout ce qui est dans l'inventaire de base, on isole des marqueurs techniques. On l'a vu juste avant avec DigitalBerry. Je vous donne un exemple. Quand on parle de marqueurs techniques, c'est tout simplement un site web qui a un certificat SSL. Ce certificat SSL, il a un numéro de série. Et donc, si un dev l'utilise de son côté sur un site web, il ne remonte pas forcément l'information, mais techniquement, c'est du Shadow IT. Et donc, l'idée, c'est qu'on isole, on a tout un tas de marqueurs techniques comme ça. On va faire des recherches en OSINT, en source ouverte, pour proposer des nouveaux assets à l'utilisateur. Et donc l'idée dans cette phase-là de découverte, à côté de l'inventaire, c'est de se dire, tiens, quelles sont mes entrées? Ça, effectivement, c'est à moi, je ne connaissais pas. Ça, c'est pas à moi, c'est à moi, c'est à moi.
et de venir les valider et les réintégrer dans la partie inventaire pour faire une cartographie dessus. Donc c'est vraiment un cycle itératif pour être le plus exhaustif possible. Donc aujourd'hui, je vous disais qu'on était jeunes, on a été créé en mars de cette année. Pour autant, il y a quand même 2-3 ans de R&D dessus. Aujourd'hui, on a plusieurs clients qui sont de type CAC 40 ou SBF 120. Donc ça, c'est ce qu'on leur propose aujourd'hui en production. L'étape d'après, c'est quoi? C'est tout simplement, OK, c'est quoi la suite? En fait, on ne va pas apporter ce qu'on appellerait une vraie couche d'analyse tout de suite. L'idée, c'est plutôt de s'imbriquer dans la boîte à outils ou dans les services traditionnels des sociétés. Aujourd'hui, les équipes de sécurité ont pléthore de ce genre de choses. Donc, on va proposer en fait un workflow avec des connecteurs. L'idée, c'est simplement de se dire, quand je paramètre la solution, dès que sur une nouvelle récurrence, ou en tout cas un nouveau lancement, j'ai tel port qui pop, ou j'ai un nouveau site web, ou j'ai même un nouveau site qui s'apparente à un guide, l'idée, c'est que je puisse le pousser dans mon connecteur que j'ai déjà, que ce soit, je ne sais pas, on parlait de ServiceNow ou de ticketing, ou dans mon Slack, ou je ne sais pas, dans un scanner de vulnérabilité. L'idée, c'est vraiment d'être un provider de data. On peut investiguer dessus, mais d'aller plus loin pour la suite en se pluguant sur la boîte à outils ou les services traditionnels des sociétés. Si vous voulez voir à quoi ressemble votre périmètre, je vous invite à faire une petite démo sur notre stand. Merci à vous. L'aspect itératif dans la troisième phase, c'est automatisé en partie, ça se fait comment? Non, pour l'instant, c'est vraiment à la main de l'utilisateur, parce qu'il n'y a que lui. En fait, quand il verra, ça vous pourrez le voir sur une démo sur le stand, en fait, quand on présente ce que nous, on appelle un edge, dedans, on propose le edge, donc un nouveau nom, enfin un nouveau nom de domaine. Et l'idée, c'est qu'on voit en fait le connecteur, ou en tout cas le marqueur qui a été trouvé. Donc l'idée, c'est que nous, on n'a pas vocation à remplacer les métiers, ou de prendre un parti pris. Donc l'idée, c'est dans un premier temps d'avoir une vérification à la main justement de ce qui est proposé. Donc on est encore jeune, mais l'idée, c'est qu'on travaille dessus, c'est que finalement, vous allez travailler dessus. Nous, c'est d'intégrer une IA, et à chaque fois que vous allez valider quelque chose ou invalider, par la suite, de venir vous proposer naturellement ou de le valider pour vous sur des cycles qui seront ultérieurs. Pas d'autres questions? Je vous remercie. Merci pour votre attention. Merci à tous. La session est terminée. Je vous invite à rendre visite aux startups directement sur leurs espaces pour en savoir plus. Pour en savoir plus.